la dernière séance, on s'est arrêté, s'il vous plaît, au niveau de l'étude des matières de droit. On a opté pour une classification subjective et finaliste qui combine entre le critère subjectif qui est la personne assujettie au droit et le critère finaliste, donc les intérêts à sauvegarder, qui nous a conduit à faire une distinction entre le droit public et le droit privé. On a élaboré quelles sont donc les branches du droit public, le droit constitutionnel, les libertés publiques, ainsi de suite. Donc les branches de droit privé, on a parlé du droit civil, du droit commercial, du droit de la famille, tout ça. Et on a après, donc on a parlé des droits mixtes, parce que si on retient le critère finaliste, ça veut dire de la fin, de la finalité, de l'objectif de la loi, on a trouvé qu'il y a des branches qui sont mixtes. Ça veut dire qu'ils cherchent à la fois, de façon concomitante, de garantir le respect de l'ordre public et de préserver les intérêts privés. C'est pourquoi on les a appelés mixtes. Mais si on retient le critère subjectif, seulement, ils seront considérés comme des branches de droit privé. D'accord? Vous me suivez? Là, on est en train d'ancrer les critères de distinction. On a parlé que l'apprentissage est un processus. L'information, la compréhension et la capacité de subdivision. Alors la subdivision a des raisons, a une logique. Alors si on fait la distinction entre les matières de droit selon les critères subjectifs, ça veut dire sur qui on va appliquer la loi, le droit pénal par exemple est considéré comme étant une branche de droit privé. D'accord? Même si on peut parler donc parce que généralement la crime est personnelle et les personnes du droit, donc les personnes physiques, donc ce sont des personnes du droit privé. Donc c'est considéré comme une branche de droit privé. Mais si on retient le critère finaliste, ça veut dire l'objectif recherché à travers cette loi, alors ce n'est pas seulement l'intérêt privé, c'est aussi l'intérêt public. Donc le droit pénal aussi a pour objectif de préserver l'ordre social. Donc le critère finaliste fait en sorte qu'il faut le classer en tant que branche mixte. Le critère subjectif le classe parmi les branches de droit privé. Donc la classification est un effort doctrinal qui obéit à un choix déterminé, d'accord, et à une logique. Ce n'est pas un Coran, ce n'est pas à apprendre, c'est à construire. Ça va? Ça passe, non? Vous n'entendez pas? Maintenant c'est mieux? D'accord. Oui. Alors je reprends. On a dit qu'il ne s'agit pas seulement de faire un transfert de savoir, mais aussi de savoir-faire. Que l'étude pour nous, c'est un processus d'apprentissage qui passe de l'information à la compréhension, à la capacité de subdivision, de comparaison, d'analyse, de critique et production. Alors, au niveau de la répartition, de la capacité de subdivision, les matières de droit, on les a réparties selon deux blocs, droit public et droit privé. D'accord? Alors, cette distinction émane de deux critères. Le critère subjectif, sur qui on applique la loi, ça veut dire les sujets de droit. Alors, les droits qui s'appliquent pour les sujets de droit privé sont donc le droit privé. Lorsque c'est une personne publique, c'est le droit public. D'accord? On a dit qu'il y a un autre critère combiné à celui-là, c'est le critère finaliste. L'objectif du droit, des branches qui ont pour objectif l'ordre public et l'intérêt public, ce sont des branches de droit public. Les branches de droit qui ont comme objectif la protection des intérêts privés sont des branches de droit privé. Et on a établi la dernière fois qu'il y a des branches de droit public, des branches de droit privé, et on a ajouté des branches mixtes. En disant qu'ils sont mixtes, on s'est basé sur le critère finaliste.
Parce qu'ils ont comme finalité, ils ont comme objectif et la protection des intérêts privés et la protection de l'ordre public. C'est pourquoi on a dit qu'ils sont des branches mixtes. Mais si on se base sur le seul critère subjectif, ça veut dire les sujets de droit, ce sont des branches de droit privé. Maintenant, le droit pénal, comme exemple, il est enseigné en tant que matière de droit privé. Parce que les sujets de droit pénal sont les citoyens, ce ne sont pas les personnes de droit public. D'accord? Donc c'est pourquoi il est considéré pour certains doctrinaux comme étant une branche de droit privé. Ici, on l'a qualifié comme étant une branche de droit mixte et non pas privé. Parce qu'on a retenu un critère différent qui est le critère de finalité. D'accord? Oui? Bon. Je vais faire la parenthèse. Ce que je veux que vous en tirez comme enseignement, c'est que la subdivision est un effort doctrinal personnel qui obéit à un ensemble de critères à retenir. D'accord? Et vous pouvez faire une classification différente si vous vous basez sur un critère différent. Donc c'est un effort doctrinal, ce n'est pas un récit. Alors, cette introduction, c'est pour passer à notre deuxième chapitre, qui est les sources de la règle de droit. Bon. S'il vous plaît, fermez la porte. Ça fait... Fermez la porte, s'il vous plaît, monsieur. Merci. Alors, la distinction que nous avions fait est aussi une façon de voir. On s'est focalisé sur le droit interne et on l'a distingué entre deux branches, deux grandes familles, droit public et droit privé, selon les personnes. Maintenant, si on se base sur un autre critère territorial, il y a lieu de parler du droit interne et du droit international. D'accord? Il y a le droit interne et il y a le droit international. Dans le droit interne, on peut retenir les subdivisions qu'on a élaborées la dernière séance. Dans le droit international, on peut faire pareil. Et on distingue entre le droit international privé et le droit international public. Alors, le droit international privé, c'est quoi? C'est l'ensemble des matières de droit qui organisent les relations privées lorsqu'il y a un élément d'étrangeté. Si on est au Maroc et qu'il y a une vente entre deux Marocains d'un objet d'un immeuble au Maroc, c'est le droit interne marocain, c'est le droit privé, donc civil privé. Mais si maintenant c'est une vente entre deux sociétés à l'international, une société marocaine qui achète un produit auprès d'une société française, mais la livraison sera faite au Gabon. Une société marocaine qui construit au Gabon des immeubles, par exemple, et qui veut acheter de la marchandise, du ciment, ou bien du fer, ou bien n'importe quel... et elle achète auprès d'une société chinoise. Alors maintenant, on a une Marocaine qui achète un produit chinois auprès et la livraison sera faite au Gabon. Il se peut que le transporteur est japonais. Alors là, il y a des éléments d'étrangeté. Alors là, le droit marocain interne n'est pas habilité à encadrer ce genre de règles. Là, on a tendance à parler du droit international, commercial, commerce international ou bien autre. Une Marocaine qui se marie avec un Français et qui s'installe en Tunisie. Alors, est-ce qu'on leur applique le droit de la famille marocain, le droit de la famille française, donc le droit français, on ne l'appelle pas un droit de la famille, en France on l'appelle le statut personnel, ou bien est-ce qu'on applique le droit tunisien? D'accord? Lors de la succession. Alors lorsqu'il y a un élément d'étrangeté, on a besoin de règles spéciales. Donc là, on parle du droit international privé régi par un ensemble de conventions entre pays. Le droit international public, donc, c'est pas proprement dit des règles de droit contraignantes, mais des principes, un ensemble d'idées.
si on parle du régime politique par exemple, donc il n'y aura pas lieu de parler du régime, mais c'est le droit comparé qui compare au niveau théorique entre les différents régimes politiques qui existent. Qu'est-ce que c'est que la monarchie, qu'est-ce que c'est que le présidentialisme, le semi-présidentialisme, le régime parlementaire, ainsi de suite. D'accord? Et là, donc, ces études, donc c'est le droit international public. Donc on peut y ajouter aussi le droit des organisations internationales, l'ONU, c'est pas le Fonds monétaire international. Un autre, d'accord? Donc, critères internes, selon les personnes publiques et privées, droit public et droit privé. Critères territoriaux, on va parler de droit interne et de droit international. Il y en a qui ajoutent un autre critère, droit économique et droit social. Est-ce que l'objectif est la promotion économique selon la conception du néolibéralisme ou bien la conception sociale, donc l'État-providence? Et on ajoute donc le droit économique comme branche du droit. Alors, je ferme la parenthèse et on passe. Alors, on a dit que la règle de droit, on l'a définie, on a établi des caractéristiques, et on est passé à parler des familles de droit, donc la subdivision. Maintenant, il y a lieu de parler de l'origine des règles de droit. Rappelez-vous notre processus d'apprentissage. L'information, la compréhension, la subdivision, la comparaison, d'accord? L'analyse par la suite. Alors pour analyser, il faut connaître les origines, les racines et les effets futurs. Il faut réfléchir dans le passé et dans l'avenir. Il faut creuser dans l'anthropologie, bien dans les fondements. Il faut prospecter les résultats. Pour tout arbre, si on veut produire, il faut choisir les bons semelles, donc, et connaître des composants du sol, et pour s'attendre à un fruit donné. Alors, quelles sont maintenant les sources de la règle de droit? D'où est-ce qu'elle parvient? Et c'est notre deuxième chapitre, les sources de la règle de droit. Alors, quelles sont les sources de la règle de droit? Le processus classique, il y a lieu de vous dire les sources de la règle de droit sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et on avance. Mais notre accord pédagogique a suscité qu'il y a lieu de construire le savoir selon une forme donnée, donc selon une subdivision. Donc il y a lieu de faire cet effort de subdiviser et de présenter les sources de la règle de droit d'une façon regroupée qui facilite l'acquisition et d'assimiler le cours. Donc il y a plusieurs façons aussi de parler des sources de la règle de droit. Pour subdiviser, il y a lieu de retenir un critère de subdivision. Est-ce qu'il y a lieu de retenir par exemple le critère formel, c'est-à-dire la forme? Là on parle du droit codifié et du droit non codifié, ça veut dire le droit écrit, les sources qui sont écrites, où on trouve le texte, et les sources qui sont coutumières, qui ne sont pas écrites. D'accord? Ça c'est un critère. D'autres personnes ils vont retenir le critère historique, ils vont parler des sources classiques de la règle de droit et des sources modernes de la règle de droit. D'accord? On peut retenir le critère territorial, et on va dire les sources internes de la règle de droit et les sources internationales de la règle de droit. Ça veut dire les conventions internationales qui nécessitent la règle de droit. Comme on peut retenir un critère je ne sais pas comment le nommer, mais donc de faisabilité, pratique, ou bien pragmatique, on dirait les sources directes de la règle de droit, où on peut trouver la règle directement applicable, et les sources interprétatives de la règle de droit.
que donc on peut trouver des sources où voici la règle, on applique. Ou bien d'autres sources, là il faut réfléchir, il faut faire un effort intellectuel pour comprendre la règle. Donc, et on distingue entre les sources directes et les sources interprétatives. D'accord? Alors cela dit, c'est juste pour vous avertir que ce que je vais donner, ce n'est pas du Coran à apprendre. C'est une façon de voir que vous pouvez améliorer, que vous pouvez adopter ou bien chercher une autre meilleure. D'accord? Donc, alors, comment aborder les sources de la règle de droit? Dans quelle conception voulez-vous qu'on les aborde? Les sources classiques et les sources modernes, ou bien les sources codifiées, le droit codifié, le droit coutumier, ou bien les sources directes et les sources indirectes. Donc, peu importe. Je vais faire, donc, dans le fascicule que vous avez, on a opté pour le critère source directe et source interprétative. D'accord? Bon, petite parenthèse. S'il vous plaît, les outils de l'analyse, on doit les apprendre à travers ces exemples. On vous demandera un jour de rédiger. Peut-être que l'examen sera une dissertation, mais pas comme l'année prochaine. Alors, dans la rédaction, vous devez faire cet effort de classification. Cette classification doit être selon ces critères-là. On doit retenir un critère logique. Je ne peux pas opposer les règles internes aux règles classiques. Parce que les règles classiques, c'est les critères historiques ou bien chronologiques. Donc, les sources internes, c'est critères territoriaux. Donc, on ne peut pas combiner entre deux critères dans une même classification, dans une même subdivision. Si vous parlez des sources directes, il faut les opposer aux sources interprétatives, et non pas aux sources internes. D'accord? Et c'est comme ça qu'on évalue la logique de l'étudiant. Est-ce qu'il réfléchit selon une unité de réflexion? Est-ce qu'il retient le même critère? Est-ce qu'il le maîtrise? Oui. Vous aurez à rédiger et on vous obligera de rédiger, on vous recommandera de rédiger dans un plan. Donc ce plan-là, ce n'est pas un luxe cognitif, c'est pour voir est-ce que dans votre esprit, vous avez une unité de critères. Est-ce que vous maîtrisez les critères de subdivision? C'est ça les outils de l'étude pour une meilleure rédaction. Donc, on a donné des exemples, retenez le process et non pas les exemples. Les sources directes et les sources interprétatives. Alors on va voir deux sections. Source directe, source interprétative. Ou bien, tout simplement, purement et simplement, source indirecte. D'accord? Alors pourquoi on l'a retenu? Parce que donc l'objectif, c'est de vous approprier, de vous préparer pour, en tant qu'économiste, pour accéder au milieu de travail, pour savoir où est-ce qu'on peut prêcher, où est-ce qu'on peut trouver la règle applicable. Donc on va voir quelles sont les sources directes de la règle de droit. On peut trouver comment créer une entreprise, comment être conforme à la comptabilité nationale ou autre. Et les sources interprétatives pour vous initier à connaître si on a une ambiguïté dans une règle de droit, comment la comprendre. Et s'il n'y a pas de texte de loi, où est-ce qu'on peut trouver une solution? D'accord? Donc on a les sources directes, les sources interprétatives, et ça aussi, c'est un résultat d'une méthode. Donc, la méthode latine, donc bien française de méthodologie de rédaction, on est souvent amené à faire la subdivision binale. Chaque partie, on doit la subdiviser en deux parties. Ça, c'est une obligation. Si vous avez une dissertation, il faut deux sections. Chaque section en deux paragraphes. Chaque paragraphe en grand A et grand B. Ça doit être une façon de réfléchir. Présentez-vous, il y a lieu de parler de deux volets. Volet personnel et volet académique. Donc, il faut parler en deux volets. Volet personnel, il y a ma vie, dans mes loisirs, et ma vie privée. Le volet académique, il y a les études, il y a l'expérience. Donc, et bien la production. Ça doit être une façon de réfléchir.
on doit rédiger, s'exprimer dans une structure. D'accord. La loi, donc les sources directes et les sources indirectes. Alors parmi les sources directes, donc, il y a lieu de parler des principes qui gouvernent les sources de la règle de droit, bien les sources directes de la règle de droit. Alors, les sources directes de la règle de droit, donc au Maroc, obéissent à une hiérarchie. Il y a une hiérarchisation des normes juridiques en droit marocain. Le régime marocain fait en sorte qu'on a une hiérarchisation des normes, une hiérarchie qui vient du haut en bas, selon une conception politique donnée. Dans la Constitution, on a dit que la souveraineté appartient à la nation. D'accord? Donc c'est la nation qui a la souveraineté. Donc le texte le plus fort, le texte le plus contraignant, le texte qui est au sommet, il doit parvenir de cette nation. Après, on a des organes qui vont se partager le pouvoir pour l'exercer par la suite. On a donc le Parlement qui représente la nation. Donc, elle a plus de légitimité à élaborer des textes de loi. Et on a le pouvoir exécutif qui exécute la volonté de la nation, émanant directement de la Constitution, texte voté par la nation, ou bien du Parlement, texte voté par les représentants de la nation. Donc, les règlements qui émanent du gouvernement donc, ont une valeur importante par rapport au texte qui émane du Parlement, par rapport au texte qui émane directement du suffrage universel, c'est-à-dire voté par la nation. Donc, cette logique-là a fait en sorte qu'il y a une hiérarchie, mais pour des raisons méthodologiques, on va les présenter dans deux volets seulement. On est obligé au niveau de la méthode par la subdivision binale. Et on va regrouper dans une notion de loi, grand L, et le texte constitutionnel et les textes parlementaires. Et en deuxième lieu, on va étudier les règlements, qui sont les textes gouvernementaux. Paragraphe 1, paragraphe 2. Alors, en paragraphe 1, on va voir la loi. En paragraphe 2, on va voir le règlement. D'accord? Alors, les sources interprétatives qu'il y a lieu d'étudier, c'est la loi et le règlement. Les textes directs, les sources directes qu'on va étudier, c'est la loi et le règlement. On peut ajouter la coutume par la suite. Les textes interprétatifs, donc on va voir la jurisprudence et la doctrine. D'accord? Alors la jurisprudence, on a dit que c'est une source on va dire qu'on va la présenter par la suite, c'est une source interprétative de la règle de droit. Donc, on ne va pas directement aller à une décision juridictionnelle pour l'appliquer dans une situation. On doit toujours revenir au tribunal. Mais les juges, ils donnent des solutions. Là où il y a une ambiguïté ou bien une carence juridique, le juge va trancher en revenant aux principes généraux de droit, aux principes de justice, d'équité, et ainsi de suite. Et il va donc aider à la création de nouvelles normes. Et là, on parle de sources interprétatives parce qu'il y a une interprétation, ce n'est pas une règle directe. Donc, la doctrine aussi. Que ici à la fac on fait des travaux de recherche autour d'une loi ou bien autour d'une situation juridique, soit qu'on interprète la loi autrement ou bien qu'on cherche à proposer
donc des solutions et des règles pour des situations qui ne sont pas encadrées par la loi. Donc on est en train d'aider à la création de la règle de droit. D'accord? Et là on parle des sources interprétatives. On va y revenir pour les expliquer davantage, mais on aimerait bien connaître un peu l'ensemble, ce qu'on va étudier dans ce chapitre. Les sources de la règle de droit. Il y a les sources directes et les sources interprétatives. Donc là, donc la loi, je vais mettre ici la pointue. Et on va joindre la loi au règlement. En tout cas, ça reste une subdivision, c'est pas un point. D'accord? Commençons par la loi. J'efface. Jurisprudence, doctrine, source interprétative. Loi, règlement, bien loi et coutume, donc source directe. Alors la loi. S'il vous plaît, à tout moment, vous m'interpellez si vous n'arrivez pas. J'essaie d'aller à un rythme convenable. Alors, il faut définir avant de passer au détail. Retenez-la comme règle. Chaque sujet nécessite une définition. Alors, la notion de la loi. Le terme, vous le connaissez, donc vous l'utilisez, mais dans différents contextes. La loi. Alors, c'est quoi la loi pour vous? C'est l'ensemble des règles qui organisent la vie des personnes. D'accord. Alors, ici, je vous donne des contre-exemples pour être un peu plus précis quant à la définition. Alors, ici à la fac, on vous interdit de mettre une casquette dans l'amphi, on vous interdit de rentrer en short, si vous êtes garçon, bien sûr. Pour les filles. Alors, ce sont des lois. Ça organise une société estudiantine. Alors, le règlement intérieur de la faculté, il organise une société dans estudiantine, selon ce que vous m'avez dit. Mais est-ce que c'est une loi? Vous avez dit que la loi est l'ensemble des règles qui organisent une société. Alors, une catégorie de société. À la fac, nous sommes une société d'étudiants et il y a un ensemble de règles. Cet ensemble, est-ce que c'est une loi? On ne l'appelle pas loi. Oui, c'est une loi dans la conception qu'elle a faite, mais dans notre contexte juridique, non, ce n'est pas une loi, c'est un règlement intérieur. Alors, votre camarade a ajouté donc un nouveau critère. La loi est une décision publique qui organise la vie des citoyens. Donc, il a ajouté le critère donc, qui est à l'origine de ces règles. La première définition, il a dit c'est un ensemble de règles. La deuxième, il a démontré l'origine de la règle. Alors, à travers l'origine, on peut être plus précis pour définir. Alors, est-ce que toutes les décisions maintenant qui émanent, toutes les décisions publiques sont des lois? Le gouvernement, c'est une personne publique. Est-ce qu'elle édicte des lois? Non. Alors, il faut ajouter un autre critère pour mieux spécifier qu'est-ce que c'est que la loi. Oui. Alors, c'est l'ensemble de règles juridiques. Là, on a ajouté le contexte. Donc, ce n'est pas une loi en foot. Donc, ce n'est pas une loi dans un établissement. Donc, des règles juridiques qui organisent la vie des citoyens. Oui. Est-ce que toutes les règles juridiques qui organisent la vie des citoyens sont des lois? S'il vous plaît, retenez le processus. C'est comme ça qu'on peut construire du savoir. À l'examen, on vous demandera de définir le sujet. Il faut composer votre définition et il faut qu'il soit une définition exhaustive.
au moins, qui reflètent le terme. Et donc, il faut ajouter des ingrédients, des éléments pour être plus précis. Donc, le critère de l'origine qui émane des personnes publiques et on a ajouté le critère juridique. Donc, votre camarade a commencé par l'ensemble des règles, on a ajouté donc, la source de ces règles et on a ajouté des caractères, que ça doit être des règles juridiques. Donc la loi est l'ensemble des règles juridiques qui émanent d'une personne publique pour donc, le critère finaliste, l'organisation, la vie publique. Bon, retenez l'exercice s'il vous plaît. Et non pas les propos. Après, je vous donnerai la définition. Définir, ce n'est pas un jeu d'enfant. Ce n'est pas une récitation. Définir, c'est un processus cognitif de construction. On aimerait apprendre à produire. Alors la production, elle passe à travers un ensemble de critères. Alors pour composer la définition, il faut penser à identifier l'objet à définir, de telle façon d'écarter à travers les termes que vous ajoutez à la définition toutes les ressemblances, toutes les illusions. Ensemble des règles, en foot on a un ensemble de règles, à la fac on a un ensemble de règles, mais on n'appelle pas tout ça des lois. Il faut ajouter de qui parvient-elle. Après, il parvient du gouvernement, personne publique. Mais quelle personne publique? Le gouvernement n'édicte pas de loi. C'est le Parlement qui édicte par exemple des lois. Alors il faut préciser quelle personne publique. Et après, pour quelle raison? Est-ce que toute décision du gouvernement est un règlement? Et comment différencier entre le règlement et un arrêté, donc nomination ou bien autre? C'est la finalité ou l'objet. Donc pour définir, alors il faut ajouter plusieurs critères. L'origine, les caractéristiques, la finalité, l'objet, ainsi de suite. Abstraction faite de ce que vous allez définir. Il faut réfléchir à ça. Alors la loi regroupe deux notions. Je ferme la parenthèse, c'était l'exercice du savoir-faire et les outils pour la production cognitive. Maintenant passons à la connaissance juridique. La loi regroupe deux notions. Il y a le sens large de la loi et il y a le sens étroit. Il y a le sens large et le sens étroit. Alors le sens large de la loi, on écrit souvent avec un L majuscule. Sens restreint ou bien sens étroit. Ça va? Le droit est une terminologie, c'est ça? Alors on gagne petit à petit en termes de précision, de concision, ainsi de suite. L majuscule, c'est une notion. L minuscule, c'est une autre notion. C'est le même terme. Oui? Sens étroit, va restreint. 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 Et selon le contexte, on va utiliser l'un ou l'autre. Alors, la loi dans le sens large, c'est l'ensemble des dispositions dans une hiérarchie de normes, bien l'ensemble des décisions contraignantes dans une hiérarchie de normes. L'ensemble de décisions contraignantes dans une hiérarchie de normes juridiques. Je viens de composer une nouvelle définition. Je ne me rappelle pas que je l'avais déjà donné cette définition. L'année passée, j'avais composé une autre définition. Je ne sais pas, vous pouvez la trouver dans l'espace. Alors, c'est l'ensemble des dispositions dans une hiérarchie de normes juridiques. Là, on a ajouté un nouveau terme, les normes juridiques. Donc, il relève d'une conception de normalisation, ça veut dire de standardisation des comportements juridiques. On en a déjà
instrument juridique. D'accord. Alors, pour mieux comprendre, il faut connaître cette hiérarchie. L'ensemble de règles dans une hiérarchie de normes. Alors, la hiérarchie de normes, c'est la pyramide qu'on appelle la pyramide hiérarchie. Toutes ces normes, c'est la loi. Donc, la hiérarchie dont on a parlé au début, on a parlé qu'elle dépend de la hiérarchie des pouvoirs. La hiérarchie des pouvoirs, on a la nation, les représentants de la nation, et on a les citoyens, le gouvernement et les citoyens. C'est ça? La société, les composants de la société, donc la nation elle-même, donc les sujets. Donc on appelle les sujets de droit. Le texte qui est voté par la nation est le texte qui est le plus important, qu'on appelle la Constitution. D'accord? La nation va voter une constitution. La constitution, dans ce sens large, est une loi suprême. On ajoute donc la loi suprême et la constitution, ou bien la constitution et la loi suprême. Donc le sens large de la loi regroupe la constitution, les dispositions, ou bien les textes parlementaires, les textes du gouvernement et les autres décisions administratives. Donc là c'est pour l'application, l'administration. Je ne vais pas parler ici. C'est la nation qui crée la loi suprême. Par le vote direct, on a voté la Constitution. Donc la Constitution est la loi suprême. Après, nous avons choisi des parlementaires. Les représentants de la nation, parlementaires. Ils ont voté une loi. Alors, le sens restreint de la loi est la norme qui émane du Parlement, les lois parlementaires. Et c'est le sens qu'on va utiliser le long du temps. On va distinguer la Constitution à la loi. Lorsqu'on distingue entre Constitution et loi, ça veut dire la loi suprême qui est la Constitution et la loi parlementaire qui est la loi. Oui? Non. On a la nation, d'accord? Il va choisir des représentants au Parlement, d'accord? Le Parlement va donner la confiance à un gouvernement. Bon, au Maroc, on a une monarchie. Après, juste pour simplifier la compréhension. Un gouvernement. Le gouvernement donc, va nommer des administrateurs. Toutes ces personnes-là, elles sont la source de la règle de droit. Si cette règle émane directement de la nation, on l'appelle la Constitution. Parce que vous avez voté la Constitution. La Constitution, c'est le texte, on va parler du droit constitutionnel, c'est la loi suprême où il y a le régime politique, les différentes libertés et les différents pouvoirs, les différents droits. D'accord? Donc c'est la loi suprême. On l'appelle loi suprême, la Constitution. Maintenant, pour l'application de cette Constitution, on ne va pas toujours revenir au référendum et à la nation. On a demandé à la nation de choisir des représentants et vous avez choisi des parlementaires. Ces parlementaires, ils vont faire les autres lois pour l'application de la Constitution en votre nom et en votre place. D'accord? Oui? D'accord. Alors ces parlementaires, ils vont voter des textes. Ils vont vous dire, par exemple, pour avoir le droit d'entreprendre, sans empiéter sur l'ordre public ni sur les droits des autres, vous devez vous enregistrer en fonds de commerce. Et vous avez à choisir entre l'une des formes de l'entreprise. Est-ce que c'est une société anonyme ou bien c'est une société à responsabilité limitée ou bien... Alors ce texte-là, c'est une loi de commerce qu'il a
adoptés, c'est le Parlement. Alors ces textes sont considérés comme étant des lois. Maintenant, pour vous permettre de s'enregistrer au registre de commerce, bon, la Constitution a dit que vous avez la liberté d'entreprendre. La loi a organisé comment entreprendre. Elle vous a dit pour entreprendre, il faut choisir entre l'une de ces formes. Vous avez choisi et vous devez vous enregistrer. Vous avez choisi une SARL comme entreprise, société anonyme à responsabilité limitée. Maintenant, on aimerait vous enregistrer. Alors le gouvernement va édicter des règlements qui vont spécifier le registre de commerce, comment il sera maintenu. Est-ce qu'on va mettre la date à gauche ou à droite? Est-ce qu'on va mettre le numéro de temps? Il va standardiser le document. Dites, ça c'est le règlement d'application de la loi qui oblige l'enregistrement au registre de commerce, par exemple, pour l'exercice de la liberté d'entreprendre. Vous me suivez? Oui? D'accord. Ça c'est le processus de la hiérarchie des normes. Donc, une constitution où il y a des libertés et des droits, une loi pour l'exercice de ces libertés et des droits, et un règlement pour l'exécution de ces lois qui permettent l'exercice des libertés et la jouissance des droits. Alors, ces textes-là, l'ensemble est la loi. La loi suprême, la loi parlementaire, la loi... Mais spécifiquement, le sens restreint, la loi est celle qui émane du Parlement, la loi parlementaire, dans le sens restreint. Et après, la loi suprême, on l'appelle Constitution. Les dispositions, bien les normes réglementaires, on ne va pas dire une loi gouvernementale, on va dire un règlement. D'accord? Après, en administration, on aura des arrêtés gouvernementaux, des circulaires, des décrets et des circulaires au niveau du travail administratif. Alors, la nomenclature, ce sont des normes. Tout ça, ce sont des normes. Mais la norme change de nom selon sa provenance. Si elle provient directement du suffrage universel de la nation, c'est une constitution. Si la norme provient du Parlement, c'est une loi. Si la norme provient d'un roi, c'est un daher. Si la norme provient d'un gouvernement, c'est un règlement. Si la norme provient d'un ministre, c'est un arrêté. Si la norme provient d'une administration, c'est une décision, ou bien c'est une circulaire ou autre. Oui? D'accord. À l'examen, peut-être on va dire la hiérarchie des normes. Ou bien... Alors si vous parlez seulement de la Constitution, c'est que vous ne comprenez pas que la norme englobe toute la hiérarchie. Il se peut qu'on parle là des sources de la loi, du processus de l'adoption de la loi. On va voir le processus de l'adoption de la loi. Ça veut dire qu'on est au niveau du Parlement. Mais à l'examen, il se peut que la question soit le processus de l'adoption de la norme juridique. La norme juridique, ce n'est pas seulement la loi. En étudiant la Constitution, on va voir son processus. En étudiant la loi d'adoption, on va voir son processus d'adoption. En étudiant le règlement, on va voir son processus d'adoption. À l'examen, on va vous demander le processus d'adoption de la norme. Ça veut dire des trois, et non pas seulement d'une. L'exercice, c'est pas de vous piéger, mais de voir est-ce qu'on est concis et précis à comprendre les mots dans leur contexte. Si vous avez bien compris le cours, il n'y aura pas d'échec à l'examen. Si vous avez récité et appris le cours, donc on va voir la hiérarchie, on va répondre selon ce qu'on a appris. Point. Fermons la parenthèse. Revenons. La loi a deux sens. Le sens large, c'est toutes les normes. La loi, c'est l'ensemble des normes juridiques dans une hiérarchie donnée. Le sens restreint, c'est les dispositions et les textes législatifs qui émanent du Parlement. D'accord? Alors on va étudier la loi dans le sens
dans son sens large. Dans le sens large, on a une hiérarchie. La pyramide, cette pyramide, on l'appelle la pyramide de Kelsen. Lui qui a hiérarchisé un peu la norme, donc la pyramide. Au sommet de la pyramide, on a la Constitution, qui est la loi suprême de la nation, on en a parlé. Vous avez lu la Constitution? Il y avait 10 personnes qui se sont engagées à lire la Constitution. Est-ce que c'est fait? On ne peut pas évoluer comme ça. S'il vous plaît, c'est pas beaucoup de choses. C'est une trentaine de pages, c'est pas... C'est un trajet de bus. La Constitution du Royaume, il faut la lire. Vous êtes gouverné par cette Constitution. Alors, on a la Constitution et on a la loi parlementaire. On a deux lois, deux catégories de lois. La loi qui émane du Parlement est de deux formes différentes. C'est pourquoi on distingue entre deux catégories de lois, les lois organiques et les lois ordinaires. Alors, donc, les textes législatifs qui émanent du Parlement sont de deux catégories. Regardez comment on réfléchit toujours dans un esprit dualiste. A, B, A, B, A, B. Source directe, indirecte. Droit subjectif, droit objectif. Source directe, indirecte. Loi, règlement. Organique, ordinaire. C'est une façon de... Alors, deux catégories de lois, les lois organiques et les lois ordinaires. Les lois organiques sont les lois qui organisent un secteur ou une activité. Ce ne sont pas de simples commandements ou interdictions, mais organisation. La règle de droit, comment on l'avait définie? Dans le critère obligatoire, qu'il y a un ordre à exécuter, ou bien une interdiction à observer. Ça veut dire qu'il faut faire, il ne faut pas faire, c'est ça la règle, pour organiser. Mais là, on n'a pas ce qu'on doit faire, mais on a une façon de s'organiser. La loi sur l'organisation judiciaire, il nous dit que les tribunaux sont organisés selon plusieurs critères. On a un deuxième degré de juridiction et un contrôle de légalité. Ça, c'est l'esprit de l'organisation judiciaire. On n'a pas dit est-ce qu'il faut s'arrêter au feu rouge ou bien il faut passer, est-ce qu'il faut livrer la marchandise chez le commerçant ou bien auprès du client. Non, on lui dit on veut s'organiser comme ça. Donc, on doit garantir une deuxième chance devant les juridictions, donc on a des tribunaux de première instance, on a des cours d'appel. Mais ce processus-là doit être en conformité de la loi, donc on va installer un contrôle de légalité. Donc on a les tribunaux de première instance, on a les tribunaux des cours d'appel et on a la cour de cassation, parce qu'on a deux objectifs comitantes. L'accès de tous à la justice et une deuxième chance de tous devant la justice, et que ce produit-là soit conforme à la loi. Donc un deuxième degré de juridiction et un contrôle de légalité des décisions juridictionnelles. Donc on l'a organisé ainsi. Plus en détail, on ajoute que les litiges devant les tribunaux ont une nature différente. Donc, pour garantir en termes d'efficacité et d'efficience, il y a lieu de créer soit des tribunaux spécialisés, soit des chambres dont
ces tribunaux. On a vu qu'il y a une spécificité du droit administratif, on a besoin de juridictions administratives qui vont réfléchir dans une logique de protection de l'ordre public qui a la primauté, et non pas dans une logique de légalité des sujets, ou bien des citoyens devant la loi. D'accord? Donc, on a des tribunaux spécialisés. On a les tribunaux administratifs, les tribunaux commerciaux et les tribunaux de droit commun. Et les tribunaux militaires. Et au sein des tribunaux de droit commun, on a des litiges de différentes natures. Des litiges qui concernent le droit de la famille, des litiges qui concernent le droit pénal, des litiges qui concernent le droit civil, des litiges qui concernent le droit social. Comment s'organiser pour les affronter? On va se constituer en chambre. Alors au sein du tribunal de première instance, on a la chambre civile, la chambre pénale, la chambre sociale, on a donc une annexe qui est le tribunal de la famille. Là, qu'est-ce qu'on fait? On organise. Alors la loi de l'organisation judiciaire est appelée une loi organique. La loi sur les collectivités territoriales. On aimerait une approche de décentralisation du pouvoir, ou bien de la gestion administrative en général. Donc, il n'y a pas lieu que tout un chacun doit venir à Rabat pour avoir son extrait de naissance, bien pour décider est-ce qu'il y a lieu de mettre des poubelles dans son quartier ou non. On va décentraliser la gestion publique. Comment? On a une certaine structure d'hierarchisation. On va partir, donc on a un pouvoir central et on a des régions, et dans chaque région on a des préfectures, et dans chaque préfecture on a des circonscriptions, dans chaque circonscription une municipalité, et on a la même logique. Un pouvoir central à côté d'un pouvoir élu, le représentant du pouvoir central au niveau de la région à côté d'un conseil régional, le représentant qui est le wali, donc le représentant au niveau de la préfecture qui est l'amel, le préfet. À côté, on a un conseil de la ville. Au niveau de la municipalité, on a le qaïd et un conseil municipal. D'accord? C'est pourquoi. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On organise l'administration territoriale. C'est une loi organique. Les lois ordinaires, le code de la circulation. Alors, le code de la circulation, on ne va pas organiser, on va vous dire au feu rouge, il faut s'arrêter. Dans les villes, il ne faut pas dépasser 60 km/h. Sur autoroute, vous avez la vitesse limitée à 120. D'accord? Si vous êtes un conducteur professionnel, donc si vous avez de grands engins, votre vitesse est limitée à 90. Vous ne pouvez pas transporter plus que 5 tonnes, selon la capacité de votre véhicule. Alors là, ce sont des règles de droit direct applicables, des interdictions ou bien des ordres. Alors là, ce genre de règles, on les appelle règles, lois ordinaires. D'accord? Elle est simple, la distinction entre la loi ordinaire et la loi organique? Oui. Alors, bien sûr, les lois organiques ont plus de valeur que les lois ordinaires. Et ils sont plus proches de la Constitution. Donc, pour ça, on a établi un contrôle de constitutionnalité directe pour les lois organiques. Oui? Ça va? Vous me donnez l'impression que vous êtes déconnecté, non? Oui. Osez le dire. Non? Ça va? Vous me suivez? Très bien. Revenons au tableau. On n'a pas seulement ces deux pyramides, la pyramide des normes et la pyramide des institutions. On a les normes
On a les institutions qui appliquent les normes et on a la pyramide des juridictions. Je vais l'ajouter ici. Donc la pyramide des juridictions qui ont un rôle de contrôle de conformité. On a dit que les lois doivent être selon ce que dit la nation, c'est-à-dire ce que dit la Constitution. Donc les lois sont soumises à ce qu'on appelle un contrôle de constitutionnalité. Contrôle de constitutionnalité. D'accord? Les parlementaires, on va choisir nos parlementaires, d'accord? Alors ils vont se regrouper, ils vont se dire, eh bien ce peuple-là, il ne mérite pas la liberté d'expression. Parce qu'ils nous critiquent et ils veulent l'abolition de la retraite parlementaire. Et vous avez tous partagé j'aime pour ne pas donner de retraite aux parlementaires. Alors imaginons, les parlementaires ils sont mécontents parce qu'on veut donc qu'ils ne prennent plus de retraite, ça touche leur intérêt personnel, ils sont tous d'accord, ils se réunissent au Parlement et ils décident d'interdire et d'emprisonner toute personne qui exprime sa volonté de ne pas donner de retraite au Parlement. Est-ce que c'est tolérable? Ça ne serait pas juste. Pourquoi? Parce que la Constitution nous garantit la liberté d'expression. Donc les parlementaires, même s'ils ont le pouvoir d'édicter des lois, ces lois-là doivent être conformes à la Constitution. Parce que c'est la nation qui a choisi les parlementaires. Et avant, elle a voté la Constitution. Donc les textes du Parlement, bien les dispositions parlementaires, doivent être en conformité avec les principes constitutionnels. Pour ce faire, donc on a instauré un régime de contrôle qu'on appelle le contrôle de constitutionnalité des lois. Ça veut dire qu'on va contrôler que la loi est conforme à la Constitution. Sinon, on va refuser la loi parlementaire. Alors, qui fait ce contrôle-là? C'est un tribunal. Donc, on l'appelle pas, une juridiction qu'on appelle la Cour constitutionnelle. C'est pas un tribunal, c'est une cour. Alors, la Cour constitutionnelle. La Constitution, constitutionnellement, est le mot le plus long du français. Vous connaissez? La Constitution. C'est un mot qui est long. Si on ajoute le constitutionnellement, c'est le mot le plus long qui regroupe le plus de termes à ma connaissance. Hein. On peut y ajouter parallélépipédisme. Parallélépipède. Si on ajoute intergouvernementalement. Bon. Vous pouvez calculer par la suite et confirmer ou bien infirmer mes propos. Comment? On a ajouté. D'accord. Bon, en 2019, je ne sais pas comment. Oui? Comment? S'il vous plaît, j'aimerais bien entendre. Il y a un mot? Oui? Super.
Venez l'écrire. Alors, continuons. Merci de l'écrire pour... Écrivez-le. Vous êtes stylé. C'est un adjectif, ça veut dire ce qui est merveilleux, cool. C'est un adjectif quoi. Super. Délicieux. D'accord? Le civique super. Il y a Qualif. il y a fragilistique. Après il y a expéditif. Voilà. Idée. Bon, on a dit. D'accord. Merci. Bon, retenez. Bon, mes données sont archaïques. Hein. Il faut ajouter l'expression à votre vocabulaire. Revenons maintenant. La constitutionnalité des lois. Ça veut dire que chaque loi, lorsqu'elle émane du Parlement, elle n'est pas censée perturber l'ordre social, mais il doit veiller à l'aboutissement, bien à la réalisation des finalités de la Constitution, qui est de permettre aux citoyens de jouir de leurs libertés essentielles qui sont déjà codifiées dans la Constitution, donc d'exercer leurs libertés constitutionnelles et jouir de leurs droits. Si une loi vient pour nous priver de nos droits constitutionnels, donc il doit être anéanti, il doit être refusé. Comment? Donc nul ne peut se faire justice lui-même. C'est pas moi qui va donc cette loi-là, il me prive du droit de la liberté d'expression. Donc je ne vais pas l'appliquer. Là, vous faites justice vous-même. Vous serez sanctionné. Parce qu'on dit que nul ne peut se faire justice lui-même. Donc on doit passer à travers un tribunal qui va dire que la loi est inconstitutionnelle. Donc qui est la juridiction qui le fait? C'est la Cour constitutionnelle. Et on a un régime qui soumet toutes les lois organiques d'une façon automatique à un contrôle de constitutionnalité. La loi de l'organisation juridictionnelle. Une fois votée, elle est examinée par la Cour constitutionnelle pour dire est-ce qu'elle est conforme ou non conforme à la Constitution. S'il est conforme, elle est validée, elle passe à la ratification et à la publication. S'il n'est pas conforme, il revient au débat parlementaire à la lumière des remarques de la Cour constitutionnelle. Donc les lois organiques sont soumises d'une façon automatique, obligatoire, à un contrôle de constitutionnalité par la Cour constitutionnelle. Le deuxième degré des lois, c'est les lois ordinaires. Le droit de la famille. Maintenant, le droit de la famille, donc ce sont des règles pour se marier, la durée du fiançailles ne doit pas dépasser telle chose, qu'on peut se permettre lors de la durée de fiançailles, ce qu'on ne peut pas se permettre. Après la rupture des fiançailles, si ça n'aboutit pas, est-ce qu'on a le droit de récupérer ses cadeaux ou non, donc ainsi de suite. Donc ce sont des règles. Alors ces règles ordinaires ne sont pas obligatoirement soumises à un contrôle de constitutionnalité, mais on peut provoquer ce contrôle. Oui, le Parlement il est majoritairement islamique, mais je suis libéral dans mon esprit. Bien sûr, on n'a pas permis, donc on n'a pas une majorité, on a un seul parlementaire par exemple, donc du parti du gauche, comment on l'appelle, supposons. Il est minoritaire. Et pour lui, la liberté, je ne sais pas, elle est d'un principe constitutionnel. Mais la majorité
veut nous imposer des règles de l'islam que nous supposons, ou bien de l'islamisme, pour ne pas critiquer, donc parler de l'islam, parce qu'il y a une grande différence entre l'islam et l'islamisme. L'islam, c'est la religion comme dictée par la loi, et l'islamisme, généralement, pour moi, à ce niveau-là, c'est une interprétation donnée de l'islam. Et il y avait plusieurs interprétations. Il y a les chiites, les salafistes, les wahhabistes, et dans les sunnites, donc il y en a plusieurs. Il y a les malikites, les shafi'ites, donc il y en a plusieurs façons d'interpréter. Donc, alors là, je suppose qu'ils veulent m'imposer une interprétation qui est contraire au principe de la Constitution. Ils ont la majorité, ils ont voté la loi. C'est une loi ordinaire. Eh bien non, c'est pas parce que vous êtes majoritaire que vous pouvez anéantir les libertés et les droits fondamentaux. D'accord? Alors là, une minorité de parlementaires, le 1/4, peut demander, même si vous avez les 3 quarts, on peut demander, le 1/10, je pense, donc je vais m'assurer du chiffre, peut demander de soumettre une loi ordinaire à un contrôle de constitutionnalité par la Cour constitutionnelle. Cette attribution est aussi allouée, donc cette attribution, ça veut dire cette compétence, ça veut dire cette possibilité, est aussi allouée, ça veut dire est aussi permise et est aussi donnée au chef du gouvernement, au président de la première chambre, au président de la deuxième chambre, pour se mettre une loi ordinaire à un contrôle de constitutionnalité. D'accord? Le roi a le droit de demander une deuxième lecture. On a voté la loi, on l'a envoyée au roi. Il n'est pas satisfait du texte. Il peut renvoyer le texte au Parlement pour le réviser. Là, on dit qu'il demande une deuxième lecture de la loi. Donc, revenons au contrôle. Donc, les lois doivent être conformes à la Constitution. Donc, parce que la Constitution est la loi suprême, les lois doivent être pour son application. C'est une hiérarchie. Pourquoi on dit une hiérarchie? Parce que c'est obligatoire d'être comme ça et d'écouter le plus important. C'est ça la hiérarchie. Vous avez lu la hiérarchie des sages? Non? La hiérarchie. Donc, vous connaissez ce que c'est que la hiérarchie? Oui, très bien. En militaire, on a le colonel, le lieutenant-colonel, le commandant, le capitaine. Alors, le colonel a dit, on doit suivre ses instructions. Pareil, la Constitution a dit, on doit suivre ce que dit la Constitution. Comment garantir ça? On a un contrôle. On l'appelle contrôle de constitutionnalité. Donc, on a parlé de la Constitution, des lois parlementaires, sens restreint de la loi ordinaire, organique et loi ordinaire. Les lois ordinaires doivent être en conformité avec les lois organiques. Les lois organiques et les lois ordinaires en conformité avec la Constitution. Après, on va nommer un pouvoir exécutif pour appliquer ces lois. Alors, ce pouvoir exécutif, le gouvernement en Europe, doit appliquer les lois, mais à travers quels moyens, quels instruments? Il doit édicter des textes. Alors ces textes, on les appelle des règlements. Ce ne sont pas des lois, ce sont des règlements pour l'application de la loi. On a la loi sur la concurrence, la loi 192, et on a des règlements d'application. On a là une loi sur le conseil de la concurrence et on a des règlements comment appliquer cette loi. Avec des détails. On va voir les articles. Cet article, on en a besoin d'un cahier. Donc, la loi dit que vous êtes passible d'une amende de 700 dirhams si vous brûlez un feu rouge en tant qu'automobiliste. D'accord? Mais comment appliquer ça? On a un règlement qui détaille que les policiers de la circulation ont la qualité de police judiciaire et peuvent rédiger des contraventions sur place.
Et pour le faire, ils ne vont pas encaisser l'argent dans leur poche. On doit coordonner avec le trésorier général. Avec la trésorerie, donc il va établir un cahier de souche où il y a des reçus d'encaissement des amendes. Et on va élaborer à chaque policier, aux gendarmes, ce cahier, donc dans un arrêté interministériel entre la trésorerie, donc le ministère des Finances et le ministère de l'Intérieur et la gendarmerie royale, donc la direction de force, pour standardiser le processus de l'application de cette loi. Avec les services d'IMI pour les retraits de permis, ainsi de suite. Donc, et ils vont établir les textes et les règlements de l'application de la loi. Alors, les textes gouvernementaux, on les appelle les règlements d'application. Parce qu'on a une petite ambiguïté chez nous. Que fait le gouvernement? Pourquoi il est aussi long à appliquer une loi? Alors ce n'est pas facile, on peut adopter la loi aujourd'hui et on ne peut voir son application qu'après 2 ans, 3 ans. Parce qu'il faut trouver un accord qui va recevoir les amendes. Est-ce qu'il a le droit? Est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'il collecte les amendes et qu'il s'enfuit ailleurs? Donc maintenant, comment faire ce processus de collaboration entre le ministre de la Trésorerie générale et... Il y a pas mal de règles à placer. Alors c'est les règlements. Alors l'application de ces règlements aussi se fait à travers chaque ministère. Moi, donc le ministre de l'Intérieur, sur quels critères il va donner donc, à celui-là ou bien à celui-là cette attribution de recevoir les amendes de circulation? Et en cas où il n'y a pas possibilité de paiement, le retrait du permis, où est-ce qu'on peut le récupérer, comment le récupérer, est-ce qu'on en a droit ou non, est-ce que c'est conforme ou non? Il faut répondre à un ensemble de questions avant de pouvoir appliquer. Alors les ministres, ils vont aboutir à l'application de ces textes réglementaires à travers les textes. Ces nouveaux textes, ce sont des arrêtés et des circulaires. Alors on envoie une circulaire à tout commissariat qu'il faut au moins qu'il y a 2 officiers chargés de la circulation. On sait que la Sûreté nationale, il y a plusieurs corps, il y a plusieurs divisions, pardon. Il y en a certains qui sont responsables, c'est les criminels, d'autres qui sont responsables. Alors si tout le personnel travaille sur le criminel, qui va faire la circulation? Et si tout le personnel travaille sur la circulation, qui va poursuivre les criminels? Alors là, on a besoin donc des circulaires pour la mise en œuvre et l'application de ces lois. Vous avez compris un peu la hiérarchie? D'accord? Alors, maintenant, ces lois-là, ces règlements du gouvernement, c'est pourquoi? Pour appliquer la loi. Mais supposons que le règlement est contraire à la loi. Oui? La loi vient pour me permettre de mieux jouir de mes droits. C'est circulaire que tout engin qui passe et qui est sur la route routière, alors je suis dans la fiction, je donne un exemple fictif, doit s'arrêter au feu rouge. Maintenant, on a une manifestation qui vient du boulevard Mohamed V et on ne s'est pas arrêté au feu rouge. On est passé finalement de 700 dirhams. Non. Alors, bon, si on a une circulaire ou bien un règlement qui n'est pas conforme à la loi est pour nous permettre de mieux exercer nos libertés et de mieux jouir de nos droits. Le règlement est en application de la loi. Si le règlement est non conforme à la loi, comment le contrôler? Là, on a établi un contrôle de légalité des règlements. Là, on parle de la constitutionnalité des lois. Là, on parle de la légalité des règlements.
C'est-à-dire qu'on peut attaquer un règlement devant le tribunal administratif. Pour sa non-conformité à la loi. Monsieur le ministre, monsieur le gouvernement, donc votre règlement est contraire à la loi. Et là, on a un moyen qu'on appelle l'exception d'illégalité. Dans ma situation, donc ce règlement-là, il est illégal. Et je vais au tribunal administratif pour demander l'annulation de ce règlement. D'accord? Alors, qu'il soit règlement, qu'il soit arrêté, ou bien circulaire, ou bien même décision administrative, on parle des décisions, un contrôle sur les décisions administratives. Alors, ce contrôle sur les décisions administratives, c'est pour garantir leur conformité aux lois, qui le fait le tribunal administratif, par deux moyens essentiels. Donc, vous pouvez en trouver mieux en droit administratif: l'exception d'inégalité et le recours en annulation pour excès de pouvoir. Recours en annulation pour excès de pouvoir. Une décision administrative qui parvient du gouvernement ou bien de l'administration en général, je vois qu'elle n'est pas légale, qu'elle n'est pas conforme. Alors je peux l'attaquer pour l'annuler, soit en recours en exception d'inexécution, exception d'inégalité, pardon, exception d'inexécution, c'est dans les contrats civils, l'exception d'inégalité. D'illégalité. Voilà, d'illégalité. Que cette décision n'est pas légale. Et le recours en annulation pour excès de pouvoir. Ça veut dire que l'administration a excédé ses pouvoirs à travers cette décision. D'accord? Et on demande l'annulation de la décision. C'est un recours avec S à la fin en annulation pour excès de pouvoir. Donc, j'aimerais que vous compreniez la structure, la logique de la chose. Il y a des normes, des institutions pour l'application et l'exécution des normes, et il y a un contrôle juridictionnel. Et ça reflète la trilogie du pouvoir. La trilogie du pouvoir. On en a parlé la dernière fois. La Trinité, donc inspirée de la conception chrétienne, de la conception française, de l'exercice du pouvoir. Trois pouvoirs: le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir juridictionnel. On les voit ici. Le pouvoir législatif, il fait la norme, le pouvoir exécutif exécute la norme, et le pouvoir juridictionnel contrôle. Et c'est à tous les niveaux. D'accord? Ça va? Vous avez des questions? Vous avez tout compris? Un passage qui vous a échappé? Non? Je reçois vos questions.